On continue de s'enfoncer dans l'horreur avec ce dont la France est capable sur ses populations colonisées. Générique. Bienvenue sur Afrique Résurrection, je suis Safia Njoy-Live, chercheuse en histoire et culture africaine. On poursuit dans l'évocation de la résistance des peuples colonisés par la France et aujourd'hui, direction la Guadeloupe qui n'a pas été épargnée. Alors avant d'évoquer les faits, il y a 3 choses à replacer pour comprendre le contexte. D'abord, les faits se passent en 1967, c'est-à-dire 21 ans après la proclamation de la départementalisation. C'est-à-dire que l'État français a fait croire aux colonisés, là, les petits macaques qui vivent sous les cocotiers, qu'ils avaient les mêmes droits et le même statut que les citoyens français blancs de France. Mais 21 ans après ce qui a été écrit sur le papier mais jamais appliqué dans la réalité, les Guadeloupéens ont compris que c'était un leurre. Donc ils portent en eux une déception, une frustration, voire même une certaine colère. Deuxième chose à savoir, c'est qu'en 1967, les Guadeloupéens entendent de plus en plus là que des colonisés prennent leur indépendance. Sur les 19 colonies françaises situées en Afrique, 13 ont pris leur indépendance en 1960. Et même les voisins de la Guadeloupe se libèrent les uns après les autres, notamment en 1962 la Jamaïque et Trinidad et en 1966 Barbade et le Guyana. Donc il y a une question qui commence à se faire de plus en plus présente dans l'esprit des Guadeloupéens. Pourquoi pas nous? Troisième élément très important à prendre en compte, les béquets. J'ai consacré une chronique entière à ces gens-là. Je vais résumer très simplement. Les béquets sont les descendants directs des colons esclavagistes, pilleurs, exploiteurs. Et ces béquets se positionnent dans la même configuration que leurs prédécesseurs, c'est-à-dire des dominants qui exploitent et abusent. Donc les béquets ont créé un monopole économique qui est une véritable toile d'araignée et qui englue toutes les populations antillaises, guyanaises et même maintenant réunionnaises dans une vie chère juste hallucinante. Et en parallèle d'organiser la vie chère, les béquets plongent les populations dans la misère en les sous-payant, en les exploitant, en les humiliant et en sabotant leur business quand ils viennent se positionner en tant que concurrence. Et l'équivalent existe dans toutes les colonies françaises, y compris la Kanaki où on les appelle les caldoches. Et ce rapport profondément traumatique entre les béquets et la population guadeloupéenne qui est écrasée, eh bien, ça réveille des douleurs, des souffrances qui ne sont pas oubliées, qui ne sont même pas guéries. C'est exactement ce qui s'est passé en mars 1967, qui a été le coup d'envoi au massacre qui a eu lieu en mai 1967. Donc, en mars 1967, on a un béquet qui envoie son chien attaquer un Guadeloupéen juste parce que ce Guadeloupéen s'est installé en face du magasin du béquet et que ça ne plaît pas au béquet. C'était un petit cordonnier, en plus handicapé. Et le béquet raciste a considéré que ça faisait tache devant son magasin. Donc, il a non seulement lâché son chien sur ce pauvre artisan guadeloupéen, mais en plus avec des propos racistes. Par rapport au contexte que j'ai expliqué, la vague des indépendances, la déception de la départementalisation et la saturation de supporter le comportement, les exactions des béquets, eh bien là, ça a été la goutte qui a fait déborder la calebasse. Donc des grèves ont éclaté, notamment parmi les ouvriers guadeloupéens, pour demander à avoir enfin les mêmes droits que les citoyens français. Les patrons béquets racistes se sont dit: on va les épuiser sur la durée, ils vont finir par retourner au travail quand ils voudront toucher leur salaire. Et donc les grèves ont traîné comme ça sur plusieurs semaines jusqu'à arriver à un point de rupture le 26 mai 1967 où une manifestation pacifique, c'est-à-dire que nous là, dans les colonies, à chaque fois, on manifeste pacifiquement. Malgré tout ce qu'on nous fait, on va dans les rues juste pour marcher, protester avec nos voix, des pancartes. À chaque fois, ça dégénère parce qu'on se fait attaquer par l'État colonial. Donc, pour ne pas changer cette tradition, ordre a été donné par le génocidaire psychopathe assassin Charles de Gaulle. Oui, il est dans toutes les histoires de massacre, celui-là. Donc, encore lui a donné l'ordre aux gendarmes, aux CRS, aux forces armées françaises en Guadeloupe de tirer à balles réelles sur la population civile. Civile égale désarmée. Civile égale non formée militairement. Les gens demandent à être payés décemment et à avoir les mêmes droits qu'on leur a prétendus lors de la départementalisation. C'est-à-dire que leurs demandes sont légitimes. Et donc, ce sont plusieurs milliers de Guadeloupéens
qui se sont vus attaquer d'un coup comme ça, avec des gaz lacrymogènes, avec des coups de matraque, mais pas un petit coup là pour te faire partir en courant, avec un acharnement qui a fini par tuer certains manifestants. Résultat, plusieurs centaines de Guadeloupéens sont morts, abattus. Et pour les survivants, beaucoup ont été mutilés. C'est-à-dire que les CRS et les gendarmes n'ont pas utilisé les balles, on va dire, standards. Ils ont utilisé des armes de guerre qui ont déchiqueté les jambes des manifestants ou qui ont détruit leurs mains, leurs yeux. Bref, un massacre. Le second qui a été tué, je l'ai ramassé. Et il a reçu la balle à la tête, côté droit. J'ai vu une matière blanche sortir. Il était allongé. Alors, il y a eu un gars qui a pris une balle dans la jambe et un autre qui s'est pris une balle à l'arrière de la tête. La cervelle a coulé sur la jambe de l'encours. J'ai entendu une première détonation. J'ai entendu une deuxième détonation. Et le choc, je me suis senti soulevé. Ce choc violent, voyant monter, je suis tombé. Et j'ai vu tout de suite que ma jambe était déchiquetée. Si je n'avais pas fait le mort, on m'aurait achevé. J'ai tout de suite compris que j'avais reçu une balle de dos, sans sommation ni couvre-feu, et sur la jambe droite. Et je rappelle que lorsque le maître reprenait l'esclave, il lui coupait la jambe droite. Je le dis parce que je n'étais pas seul, jambe droite, dans la ville. Nous étions 3 jambes droites. Donc j'avais bien reçu l'ordre de tirer sans sommation ni couvre-feu et sur les jambes droites. Et j'étais professeur d'éducation physique au collège de Sainte-Rose. Et il faut bien comprendre que 1967, c'était hier. En Guadeloupe, il existe énormément de personnes qui ont vécu l'événement et qui sont encore vivants. Cette tuerie, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'était une tuerie. Les forces armées ont été envoyées par Charles de Gaulle, Jacques Foccart et Pierre Mesmer, c'est-à-dire 3 des pires psychopathes là de la période. Ces génocidaires français ont envoyé des parachutistes, c'est-à-dire que contre des civils, les gendarmes ne suffisaient pas, les CRS ne suffisaient pas, ils ont envoyé des parachutistes, c'est-à-dire des militaires surentraînés, pour massacrer les Guadeloupéens. Donc c'est une tuerie. Et cette tuerie va durer 3 jours. Journée comme nuit. Les gens vont être abattus non-stop, n'importe où. C'est-à-dire que les forces armées entraient dans des maisons, dans des bâtiments pour tuer, pour tirer comme ça sur n'importe qui. Des gens qui n'étaient pas armés, qui n'étaient pas agressifs. Ils ont même tué beaucoup de gens de dos. Les lycéens guadeloupéens de l'époque ont voulu manifester encore une fois pacifiquement pour dénoncer cette tuerie. Ils ont été matraqués et mutilés. Donc non seulement des personnes désarmées, mais des enfants. Et l'État français a eu l'audace, avec tous les cadavres qui ont été retrouvés, de déclarer qu'il n'y a eu que 8 morts sur une tuerie de 3 jours. Tout ça pour que quelques années plus tard, ce soit finalement 200 morts qui soient déclarés officiellement. Rappelons-nous qu'à chaque fois qu'il y a un rapport officiel de l'État, on est loin de la réalité. Donc la population guadeloupéenne a souffert pendant l'esclavage et a continué de souffrir après l'esclavage. Peu importe la colonie, nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas considérés en tant qu'êtres humains. Et il n'y a que en prenant nos indépendances et en se séparant radicalement de ces gens-là, sans faire de tri de qui est gentil, qui est bienveillant, on n'a pas le temps. Il va falloir se séparer parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas en fait guérir en étant au contact de son agresseur continuellement. Alors l'acharnement s'est poursuivi au-delà de ces 3 jours, puisque énormément de militants indépendantistes ont été arrêtés après ces événements et ont été condamnés sur l'accusation d'avoir organisé des émeutes, alors qu'une enquête ultérieure a prouvé que ces événements étaient spontanés. Il n'y a pas eu d'appel à l'insurrection, il n'y a pas eu de complot ou quoi que ce soit. Mais avant cette enquête, les militants ont eu le temps d'être condamnés. Et l'une de ces victimes militantes, c'est Jacques Nestor, qui était un indépendantiste très engagé, très connu en Guadeloupe et qui a été comme par hasard le premier à être abattu. Tous les témoins de la scène ont dit qu'il a été visé parce que l'État colonial qui régnait sur la Guadeloupe, notamment le préfet Bolotte, connaissait les messages et l'œuvre que portait Jacques Nestor en tant qu'indépendantiste renommé. Donc ils ont profité de ces événements pour se débarrasser de lui. Alors, une fresque en mémoire de cet événement existe à Pointe-à-Pitre, mais en fait, on n'a même pas besoin de fresque ou de commémoration pour se rappeler, puisque ce genre d'événement arrive encore et encore et encore. En 2021, soulèvement spontané
de la population guadeloupéenne parce qu'on veut les obliger à se vacciner contre le Covid et que c'est une population traumatisée par l'empoisonnement au chlordécone et qui refuse d'injecter un truc méconnu dans son organisme. Donc, il y a des marches, il y a des protestations. Comme d'habitude, ça dégénère en émeute parce que la population est agressée par les forces de l'ordre. Et encore une fois, on a une poignée de Guadeloupéens qui est choisie pour faire un exemple et qui est envoyé en prison. C'est une razzia d'une trentaine de Guadeloupéens qui a été envoyé en prison. Et à l'heure où je parle, il en reste encore 2, Noël Daufour et Didier Laurent, qui sont encore incarcérés injustement. Il n'y a absolument aucune preuve dans leur dossier qu'ils auraient organisé, fomenté, comploté, quoi que ce soit. C'est le même scénario qu'en 1967. Et dans quelques années, on va encore nous dire « Ah, finalement, après enquête, c'était des événements spontanés en 2021 ». Ils le savent déjà. Mais il faut faire des exemples, il faut continuer de terroriser les populations colonisées. L'État français est un État terroriste. Et là, je parle de prisonniers politiques, mais les meurtres policiers impunis continuent également. Est-ce que vous avez entendu parler de l'affaire Claude Jean-Pierre, dit Clodo, un retraité d'une 60aine d'années qui se fait massacrer dans sa voiture par 2 gendarmes et non seulement ces gendarmes ne sont pas jugés, mais l'un d'entre eux va carrément obtenir une promotion. Ceux qui souhaitent découvrir l'affaire de Claude Jean-Pierre, il y a un documentaire tout récent. Je vous mets le lien sous cette vidéo. Big up Brother Jimmy. Brother Jimmy nous a également offert un documentaire magistral sur les événements de mai 1967. Je vous mets également le lien sous cette vidéo. Je vais conclure sur le fait que les manifestations pacifiques, visiblement, ça ne fonctionne pas. Ça fait plus d'un siècle qu'on essaye de parler à ces gens-là, de négocier avec ces gens-là, de signer des accords avec ces gens-là qui ne sont jamais respectés. Au bout d'un moment, les gars, il faudra peut-être employer une autre méthode. Sur ce, je te laisse commenter mai 1967. Dépose-moi ton like, partage cette vidéo pour que ces événements ne tombent pas dans l'oubli, pour que l'affaire des grands frères ne tombe pas dans l'oubli, pour que l'affaire de Claude Jean-Pierre, dit Clodo, ne tombe pas dans l'oubli. Dans les vidéos qui arrivent, je vais continuer de te parler de la résistance dans les différentes colonies françaises. Ne les manque pas, donc abonne-toi à Afrique Résurrection sur Instagram, TikTok, Facebook et YouTube. On se donne rendez-vous dans une prochaine chronique.